Mon père a envoyé un message, nous avons choisi de rompre tout contact. Reste loin de nous pour toujours. Ma sœur a aimé le message. J'ai répondu, je retirerai mon nom de chaque prêt demain. À minuit, la conversation familiale était une tempête de hurlements en majuscules. J'étais en pause déjeuner au travail, en train de parcourir mes emails lorsque la notification est apparue, un simple texto de mon père, nous avons choisi de rompre tout contact. Reste loin de nous pour toujours. 5 minutes plus tard, ma sœur a tapé l'emoji cœur. Aucune explication, aucun avertissement, juste une déclaration abrupte qui a tranché des années de lien familial comme si c'était une réponse décontractée dans un groupe de discussion. J'ai fixé mon téléphone, plus choqué, juste las. Les mains lourdes, j'ai répondu sans ressentir quoi que ce soit, je retirerai mon nom de chaque prêt demain. Cela a déclenché l'explosion. À minuit, le groupe de discussion était un chaos de notifications, criant en majuscules, des accusations fragmentées, le blâme ricochant entre mes parents comme un jeu vicieux. Ma mère s'est emportée par texto en disant que je les abandonnais. Mon père a insisté sur le fait que j'étais fourbe et sans cœur. Ma sœur, qui a toujours prospéré dans le drame, a lancé des souvenirs déformés et des demi-mensonges, comme si nous étions de retour au lycée et qu'elle régnait sur la scène sociale. Mais personne n'a mentionné le vrai problème. Pas une seule fois ils n'ont reconnu que pendant 4 ans, j'avais silencieusement porté leur fardeau financier, le prêt commercial familial que mon père n'avait pas remboursé, lié à mon nom, la deuxième voiture que ma mère jurait avoir besoin juste jusqu'à ce que son crédit s'améliore, les services publics, les réparations de la maison qu'il ne pouvait pas couvrir parce qu'il investissait dans l'avenir. Tout sur moi. Et d'une manière ou d'une autre, il était juste supposé que je continuerais à payer la facture pendant qu'il critiquait mon travail, mon partenaire, toute mon existence. J'étais leur filet de sécurité, leur plan de secours, et ils n'ont même jamais pris la peine de dire merci jusqu'à ce que je ne sois plus pratique. Ou peut-être que j'ai juste arrêté de me taire et qu'ils ont décidé que j'étais le problème. Alors, ils m'ont coupé en s'attendant à ce que je supplie de revenir, que je m'excuse et que je reprenne mon rôle. Ils ont affirmé que je l'avais rendu réel. Le lendemain matin, j'ai contacté la banque. Je les ai informés que j'entamais la procédure pour me retirer en tant que cosignataire de tous les prêts actifs. J'ai contacté la compagnie d'assurance pour annuler la police d'assurance de la voiture qu'ils conduisaient encore à mon nom. J'ai pris rendez-vous un vendredi avec la coopérative de crédit pour transférer l'entière responsabilité des dettes. Ils ne l'ont pas vu venir, et quand ils l'ont fait, ça a frappé comme un train de marchandises. Ce soir-là, le ton a changé. Mon père a envoyé un texto, ne criant plus, ça va trop loin. Tu ne réalises pas ce que cela nous fait. Ma mère a suivi, nous étions juste contrariés. Tu es notre fille. Tu ne peux pas simplement quitter ta famille. Puis ma sœur, ils ne peuvent pas obtenir de nouveaux financements sans ton crédit. Vas-tu vraiment nous ruiner sans raison? Sans raison? Je leur avais donné des années. J'avais fourni des bouées de sauvetage financière, les sortant de crise après crise. Je les ai laissés me juger, me blâmer, me diminuer, et je suis resté quand même. Au moment où j'ai demandé un respect élémentaire, ils ont clairement indiqué que ma valeur était liée à ma cote de crédit. Il ne s'agissait pas de famille, il s'agissait d'accès. Accès à mon argent, à ma signature, à ma conformité. Mais j'avais changé les serrures. J'en avais fini d'être leur bouc émissaire et leur distributeur automatique. Ils ont fait le premier pas. J'ai juste suivi le mouvement. Le lendemain, je suis entré à la banque préparée. Je n'ai pas hésité quand l'agent de crédit a haussé un sourcil face à la pile de comptes dont je voulais que mon nom soit retiré. J'avais apporté tous les documents, chaque ligne de signature marquée. J'avais passé la nuit précédente à tout rassembler pendant que mon téléphone vibrait sans cesse avec leurs messages. Ma mère a essayé la culpabilité. Mon père a essayé la raison. Ma sœur a prévisiblement essayé la moquerie. J'ai arrêté de lire. Être assise dans ce bureau à remettre des formulaires était surréaliste. Ce n'était pas que des prêts ou des cosignatures, c'étaient les cordes que je les avais laissées attachées autour de moi pendant qu'ils agissaient comme si j'étais invisible à moins qu'ils aient besoin de quelque chose. Ils comptaient sur moi pour faire fonctionner leur monde, littéralement, et n'ont jamais pensé que je partirais. Quand j'ai quitté la banque, j'ai rallumé mon téléphone. 9 messages vocaux attendaient. Ma mère pleurait dans l'un d'eux. Mon père était furieux dans un autre. Ma sœur souhaitait que mon partenaire me quitte et que je finisse ruiné. Celui-là m'a fait rire. Elles décrivaient leur propre vie.
Je les ai ignorés et j'ai conduit jusqu'à l'unité de stockage que je louais discrètement depuis des semaines. Ils ne le savaient pas. J'avais vu ça venir après notre dernière grosse dispute quand mon père m'a crié dessus pour avoir manqué Thanksgiving parce que je faisais des heures supplémentaires. C'est à ce moment-là que ça a fait tilt. J'avais commencé à sortir mes affaires de leur maison où j'habitais techniquement encore, même si je n'y étais pas resté beaucoup depuis des mois. Maintenant, tout ce que je possédais était en sécurité, hors de leur portée. Rien pour qu'ils puissent me tenir. Ce soir-là, un autre texto de mon père, tu as fait ton point. Ça suffit. Viens à la maison pour qu'on puisse régler ça comme des adultes. Comme des adultes qui envoient des bannissements d'une ligne et piquent des crises quand leur béquille financière cesse de donner. Puis vint la bombe, si tu ne répares pas ça, on pourrait perdre la maison. C'est là que j'ai vu à quel point leur bazar était profond. Ils ne s'étaient pas seulement servis de moi. Ils avaient construit toute leur vie en supposant que je dirais toujours oui, peu importe comment ils me traitaient. Ce n'était pas juste une mauvaise parentalité, c'était une stratégie. Et maintenant, elle s'effondrait et ils paniquaient comme des animaux acculés. J'ai répondu une fois, vous m'avez coupé. Je ne fais que respecter votre demande. C'était mon dernier message à leur attention cette semaine-là. J'ai passé le week-end chez mon partenaire. Il n'a pas cherché à fouiller, ce que j'ai apprécié. Nous avons préparé le dîner, regardé des films idiots et laissé le calme se sentir en sécurité. Il n'a pas cherché à connaître les détails ni les commérages. Il m'a juste donné de l'espace pour respirer, et pour une fois, je le pouvais. Dimanche, leur ton a de nouveau changé. Ils n'étaient pas en colère, ils étaient désespérés. Je pouvais le sentir. La tempête n'était pas finie, elle revenait. Mais cette fois, je ne pliais pas. Lundi a été étrangement calme. Pas de textos, pas d'appels, pas d'emails agressifs passifs. Après des jours de harcèlement incessant, j'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, mon ventre se tordait comme le calme avant un ouragan. Ce silence n'était pas la paix, c'était une tactique. J'étais en train de prendre un café au travail lorsque mon patron m'a appelé. Quelqu'un me demandait à la réception, une femme qui ne voulait pas donner son nom. J'ai demandé à quoi elle ressemblait, le sachant déjà. Il a dit qu'elle avait la cinquantaine, qu'elle était bien habillée, polie, mais intense. Je suis sorti et il y avait ma mère assise comme si elle attendait de venir me chercher à l'école. Elle s'est levée trop vite et a commencé à parler, craignant que je ne parte. Elle a dit qu'elle me pardonnait. Qu'ils en avaient discuté et avaient décidé que j'avais eu mon moment et qu'il était maintenant temps de rentrer à la maison et de réparer les dégâts. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fait demi-tour pour m'éloigner. Elle a suivi, sortant un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque document financier que j'avais jamais signé, prêts, formulaires commerciaux, anciens relevés de cartes de crédit, même ma déclaration d'impôt de l'année dernière. Elle a dit qu'ils avaient consulté un avocat qui prétendait que j'étais peut-être légalement obligé de continuer à payer à moins de suivre la procédure appropriée, a dit qu'il y avait des failles qu'il pouvait rendre les choses compliquées si je ne me conformais pas. Je n'ai pas demandé comment elle avait obtenu ces documents. Je suis retourné à mon bureau, en l'ignorant. Mon patron m'a regardé, mais est resté silencieux. Je me suis connecté, j'ai affiché mes comptes et j'ai commencé à changer les mots de passe. C'est devenu pire. Ce soir-là, j'ai séjourné à nouveau chez mon partenaire, dans un complexe calme à l'extérieur de la ville, loin de ma famille. Je pensais qu'il ne connaissait pas l'adresse. J'avais tort. À 7h30 le lendemain matin, on frappe. C'était ma sœur, les cheveux coiffés, le maquillage parfait, portant le faux sourire qu'elle réservait à la manipulation. Mon partenaire a répondu et elle a demandé à me parler seule. J'ai dit non. Alors, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte en bavardant comme si nous étions dans un café. Elle m'a traité d'enfantine, a dit, je ne comprenais pas le stress que subissaient nos parents, que les huissiers appelaient, que la carte de crédit de l'entreprise était bloquée, qu'ils ne pouvaient même pas acheter de nourriture parce que le compte joint que j'avais fermé était essentiel. Elle a dit qu'elle pardonnerait le passé si je rappelais juste la banque et que je co-signais une fois de plus juste un petit prêt pour les aider à s'en sortir. J'ai demandé comment elle m'avait trouvé. Elle a dit que c'était simple, j'avais tagué mon partenaire une fois sur une photo. Elle a suivi sa liste d'amis, a retrouvé le bâtiment. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je les avais à nouveau sous-estimés. Ils n'étaient pas seulement désespérés, ils étaient calculés. Elle a dit, tu crois qu'il restera quand il verra le chaos que tu as causé. C'était tout.
Je lui ai dit de partir. Elle a continué à parler. J'ai fermé la porte à sa figure. Ce soir-là, j'ai coupé les derniers liens. J'ai complètement fermé la ligne de crédit conjointe. Je l'avais laissée ouverte avec un solde nul par pitié. J'ai bloqué le compte commercial partagé avec le comptable. J'ai même passé en perte et profit un petit prêt personnel que je leur avais consenti l'année dernière juste pour qu'ils n'aient aucune raison de me contacter. Ils n'avaient plus de moyens de pression, plus de crochets pour me ramener. Ce soir-là, j'ai tout raconté à mon partenaire, les années de dette, la manipulation, comment ils avaient construit leur vie autour de moi en me drainant au lieu de m'élever. Il a écouté, puis a dit qu'il était fier de moi, non pas de les combattre, mais de me choisir moi-même. Le lendemain, j'ai reçu un email de leur avocat. Pas une vraie menace, juste assez de jargon pour paraître intimidant. Mais la banque avait déjà confirmé que mon nom avait été retiré de tout. Mes comptes étaient sécurisés. Ils n'avaient rien. J'ai donc répondu par une ligne, il n'y aura plus de contact. Pas d'émotion, pas d'explication, juste une ligne tracée. Ils pensaient que je m'effondrerais sans eux. Ils ne savaient pas que je survivais seul depuis le début. J'étais prête à vivre pour de vrai, et je voulais qu'ils le voient. Les semaines ont passé, puis les mois, sans contact. Cela aurait dû ressembler à la liberté, comme atteindre la terre ferme après des années passées à patauger dans l'eau. Mais ce n'était pas le cas, pas entièrement. Le silence était trop délibéré, comme s'il complotait à huis clos. Puis ça a recommencé pas deux directement, trop évident. D'abord, une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années a envoyé un texto en disant que ma mère lui avait dit que j'avais eu une dépression et que j'avais abandonné la famille, qu'ils étaient inquiets et qu'ils voulaient juste que je rentre à la maison. Elle a terminé par « Ils disent que tu ne vas pas bien. Y a-t-il quelqu'un à qui tu peux parler ?» J'ai ri. De tous les mensonges, ils ont choisi l'histoire de la fille instable. Quelques jours plus tard, une femme de mon ancienne église a envoyé un message en disant qu'elle avait vu mon père au magasin qui avait l'air frêle et triste. Il lui a dit que je les avais bloqués, que je les avais coupés, et que cela leur brisait le cœur. Elle a écrit, quoi qu'il se soit passé, peut-être juste appeler ce sont tes parents. Je n'ai répondu à aucun des deux, mais quelque chose d'autre a commencé à se produire. Plus je restais éloigné, plus je me sentais légère. Pour la première fois depuis des années, mon chèque de paie a duré tout le mois. Pas de demande soudaine de fonds d'urgence, pas de retrait inexpliqué de comptes partagés, pas d'appel concernant des paiements en retard que je ne savais pas devoir. Pour la première fois, je respirais. J'ai emménagé définitivement avec mon partenaire. C'était un choix facile. Pas de drame, pas de piège financier. Nous avons partagé le loyer, cuisiné ensemble, payé les factures comme des adultes. Il n'a pas sourcillé quand j'ai tout partagé. Il a juste écouté. N'a pas essayé de résoudre le problème. Il est resté. C'est là que j'ai compris ce qu'est vraiment l'amour, et ce que la manipulation n'est pas. Puis est venu le lien Zillow. Un collègue à lui l'a envoyé. N'est-ce pas la maison de la famille de ta petite amie? Il l'a ouvert à côté de moi. C'était leur maison mise en vente, offre en espèces uniquement, marquée comme pré-saisie. Aucune mention des améliorations ou des appareils que j'avais payés, juste une coquille vide. Je n'avais pas forcé cela. Je n'avais pas envoyé de lettres ni passé d'appel. J'ai juste reculé, et leur monde s'est effondré sans moi. Le lendemain, ma mère a envoyé un email. Pas un texto ou un appel, mais un email soigneusement formulé, probablement révisé une douzaine de fois. Il a commencé doucement, tu nous manques. Les choses ne sont plus les mêmes. Au troisième paragraphe, la culpabilité est apparue, nous savons que nous n'étions pas parfaits, mais nous n'avons jamais pensé que tu nous abandonnerais. Puis la vérité, la santé de ton père décline. Nous sommes en retard de paiement. La maison a disparu. Nous n'avons nulle part où aller et la supplication, je sais que tu as dit que tu en as fini, mais tu as toujours eu un grand cœur. Tu nous as toujours sauvés. Peut-être que tu peux repenser ça juste cette fois. Ils ne tendaient pas la main parce qu'ils avaient changé, ils tendaient la main parce que j'avais arrêté de jouer à leur jeu pas fille, pas famille, mais fournisseur. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait un don de $200 à un refuge pour femmes victimes de violences domestiques. Ce n'était pas symbolique. Je voulais juste que l'argent aille quelque part qui aide les gens à échapper à ce qui les piégeait. Quelques jours plus tard, je suis passé en voiture devant leur maison. Elle était vide. Pas de voiture, les lumières éteintes,
un panneau à vendre par le propriétaire fané dans la cour. Cela aurait dû ressembler à une victoire, mais ce n'était pas le cas. Cela a juste confirmé ce que je savais, ils ne m'ont jamais considéré comme une personne, seulement comme un plan de secours, une cote de crédit, un filet de sécurité. Maintenant, ils devraient survivre sans moi parce que je ne reviendrai pas, jamais. Je pensais que c'était fini. La maison avait disparu. Tous les comptes auxquels ils pouvaient accéder étaient bloqués ou fermés. Mon nom effacé. Je les avais bloqués sur tout, téléphone, email, même LinkedIn. J'ai commencé une thérapie, me permettant enfin de parler de choses que j'avais enfouies. Pour la première fois, je ne surveillais pas mes arrières jusqu'à ce que j'ouvre ma porte un dimanche après-midi. Mon partenaire et moi venions de rentrer d'un court voyage sur la côte. Pas de plan, pas de stress. Nous étions en train de déballer les courses quand j'ai vu la voiture de l'autre côté de la rue, la vieille berline noire de mon père, celle que j'avais aidé à réparer l'année dernière quand il n'avait pas les moyens de payer un mécanicien. Ils étaient juste assis là, moteur éteint, fenêtre fermée, regardant. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas fait signe. Je suis rentré et je me suis assise, un poids se posant de nouveau sur ma poitrine. 15 minutes plus tard, on frappe. Je n'ai pas répondu. Ils ont frappé encore et encore jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Ils tenaient une boîte en carton, de vieilles photos de moi, des dessins d'enfance, des cartes d'anniversaire que j'avais oubliées, des souvenirs aléatoires de mon ancienne chambre. Ma mère a offert la boîte comme une trêve. Mon père se tenait derrière, les bras croisés, le visage vide. Elle a dit qu'ils réduisaient leurs effectifs, que la maison avait disparu et qu'ils recommençaient. Ils ne voulaient pas se battre, juste parler. Mon père a dit que leur fille leur manquait, que j'avais toujours été la colle, qu'ils étaient perdus sans moi. Je n'ai pas parlé. J'ai fixé la boîte. Puis ma mère a dit qu'ils étaient désolés, mais pas pour quelque chose de réel, pas pour avoir utilisé mon nom sur des prêts sans demander, pour m'avoir traité d'égoïste quand je ne pouvais pas payer, pour avoir traité mon aide comme un devoir, pas pour les années de culpabilité subtile ou pour avoir laissé ma sœur s'en tirer pendant que je réparais tout. Elle était désolée de la façon dont cela s'était terminé, pas de ce qui l'avait causé. Ils n'étaient pas là pour assumer leurs responsabilités, ils étaient là parce qu'ils avaient peur, qu'ils étaient ruinés et qu'ils pensaient encore qu'ils pouvaient me culpabiliser pour que je les sauve. J'ai demandé où ils déménageaient. Ils ne savaient pas, on dit qu'ils s'étaient vus refuser des locations, crédit trop bas, revenus trop instables. Puis mon père l'a dit clairement, nous avons besoin de ton aide, juste jusqu'à ce que nous soyons stables. Ce mot astérisque, juste une signature de plus, une carte de plus, un prêt de plus, juste assez pour me ramener. J'ai dit non calmement, fermement. Je ne voulais pas leur argent, je ne m'attendais pas à un remboursement, je ne me souciais pas des meubles ou des appareils que j'avais achetés. Ils pouvaient tout garder. Il ne s'agissait plus d'argent, il s'agissait de la liberté de ne pas être enchaîné à des personnes qui ne m'appréciaient que lorsque les factures arrivaient. Ma mère a demandé si je les détestais. J'ai dit que non. La haine demande des efforts, et je gardais les miens pour moi. Ils sont restés là abasourdis comme s'ils ne pouvaient pas croire que leur plan ne fonctionnait pas. Ma mère a posé la boîte et est partie. Mon père a suivi, silencieux. J'ai laissé la boîte dehors pendant 2 jours. Finalement, je l'ai jetée, non pas parce que je ne valorisais pas les souvenirs, mais parce que je n'avais plus besoin de preuves de mon existence. Ce soir-là, je me suis assise avec mon partenaire sur le canapé. Nous en avons à peine parlé. Il m'a juste tenu la main, et j'ai réalisé que c'est ça la sécurité, pas de manipulation, pas de demande soudaine, juste le calme. Qu'il regarde ma vie de loin maintenant. Qu'il voit ce qui se passe quand je ne suis plus la colle qui maintient leurs morceaux brisés ensemble. Je n'étais plus leur solution, j'étais la mienne. Les mois ont passé, et le silence est devenu une routine. J'ai arrêté de vérifier les anciens emails, j'ai arrêté de m'attendre à des appels bloqués, j'ai arrêté de rejouer les vieilles disputes. C'était comme quitter un pays que j'avais autrefois appelé chez moi et réaliser que je ne voulais jamais y retourner. Mais de temps en temps, un message filtrait, pas d'eux, mais de leur orbite. Un cousin que je n'avais pas vu depuis des années m'a demandé de parler à mes parents, disant qu'ils étaient en difficulté. Un vieil ami de la famille a publié un message sur le pardon, me taguant, pêchant une réaction. Je les ai ignorés. Puis j'ai entendu les détails. Ils avaient déménagé avant que la banque ne prenne la maison. Mon père faisait des livraisons. Ma mère gardait des enfants au noir. Ma sœur, qui me traitait autrefois d'ennuyeuse,
étaient de retour dans leur petit appartement, sans emploi, blâmant tous les autres. Ils ont essayé une autre entreprise, elle s'est effondrée en quelques semaines. Pas de crédit, pas d'investisseurs, plus personne à tromper sauf moi. J'étais différente. J'ai remboursé ma dernière dette personnelle, celle du début de ma vingtaine pour laquelle ils avaient juré de m'aider puis avaient oublié. Terminé. J'ai eu une autre promotion, un vrai titre, un bureau avec des fenêtres, une équipe que je dirigeais. J'allais en thérapie chaque semaine, pas pour comploter une vengeance, mais pour déballer les limites, pour comprendre à quel point il était étrange de grandir en pensant que l'amour signifiait tout donner, à quel point il était terrifiant de s'éloigner quand on vous a appris à rester, et à quel point c'était bon de le faire. Mon partenaire était toujours là, stable, calme, présent. Nous avons signé un bail pour un endroit plus grand, lumineux et ouvert, quelque chose que nous avons construit ensemble, pas quelque chose que je portais seul. Un soir, j'ai trouvé une vieille boîte dans mon placard, des lettres, surtout les miennes, des pages de journal, des notes non parfumées. L'une d'elles était une liste de choses que j'aurais aimé pouvoir dire à mes parents, je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre nouveau départ. Vous ne pouvez pas appeler ça de l'amour si ça ne marche que quand je suis utile. Le papier était usé, les bords doux à force d'être pliés. Je l'ai lu, puis je l'ai brûlé. Je n'en avais plus besoin. Ils ont essayé de revenir dans ma vie, en se montrant, en appelant des avocats, en traquant les adresses, en culpabilisant les parents. Ils avaient envoyé des boîtes de souvenirs et des excuses creuses. Ils avaient tout fait sauf changer. Ils me voulaient de retour, pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce qu'ils avaient besoin de ce que je leur fournissais. Mais je n'étais plus là leur à drainer. J'étais devenu quelqu'un qui n'avait pas besoin de leur validation, de leur permission ou de leur reconnaissance. Et l'ironie ? Ils ont dit que j'échouerais sans eux. Maintenant, ils me regardent réussir pendant que leur vie se désagrège dans le chaos qu'ils avaient l'habitude de me faire subir. Je ne me suis pas battu, je n'ai pas publié de révélations, je ne les ai pas traînés dans la boue. Je n'avais pas besoin de le faire. Je vis bien, tranquillement, à mes conditions. La meilleure vengeance n'était pas de les ruiner, c'était de réaliser qu'ils n'ont jamais mérité une place dans la vie que je suis en train de construire. La porte n'est pas seulement fermée, elle a disparu. 1 an plus tard, ils sont presque un souvenir. Pas de la cruauté, mais comme une cicatrice qui ne fait plus mal. Je me réveille et je ne pense pas à leur prochain mouvement. Je ne vérifie pas les listes de blocage ou ne tressaille pas aux numéros inconnus. Je suis juste là, vivant libre. Mon partenaire, maintenant mon meilleur ami, m'a demandé si j'envisagerais un jour de renouer juste pour dire quelque chose de définitif. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin du dernier mot. Je l'ai pris quand je suis parti. Ils ont eu d'innombrables occasions d'agir correctement envers moi, pas seulement récemment, mais toute ma vie. Ils ont choisi de manier la culpabilité, de jouer les victimes et de traiter ma loyauté comme un conte sans fond. Quand j'ai arrêté, ils ne se sont pas excusés, ils ont paniqué. Maintenant, ils sont dans un appartement exigu dans une banlieue que personne ne revendique, les mêmes personnes qui se vantaient autrefois de mon succès évitent maintenant le sujet, agissant comme si j'avais surréagi à quelque chose de mineur, pas à des années de trahison silencieuse. Ma sœur a essayé de me contacter une fois via le compte de quelqu'un d'autre, a dit qu'elle était en thérapie, a affirmé qu'elle voyait les choses clairement, a dit que je lui manquais. Pas une seule fois elle n'a dit désolé. Je n'ai pas répondu. Certaines portes restent verrouillées, non pas par colère, mais pour la paix. Si je les laissais rentrer, je sais comment ça se termine, ils supplient, ils tirent, je saigne. J'en ai fini de saigner pour des gens qui ne me voient que comme un outil. Au lieu de cela, je construis quelque chose qui est à moi, ma carrière, ma relation, ma vie, mon identité, intacte par leur chaos. S'ils se demandent ce que je deviens, ils peuvent me chercher. Ils peuvent voir les voyages que j'ai faits, les étapes que j'ai franchies, la vie que j'ai créée. Ils peuvent voir les sourires qui ne sont pas forcés, la paix qui est réelle. Ils peuvent voir la vie que je ne pouvais pas vivre pendant qu'ils me retenaient. C'est la vraie fin, pas un règlement de compte dramatique, juste ça. Ils m'ont perdu, et je me suis retrouvé.